moi je suis là, moi je suis Laure Reynaud, je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce livre Développer des compétences psychosociales, et tout particulièrement au cycle 3. Donc c'est destiné, enfin on verra tout à l'heure, mais principalement aux enseignants de cycle 3 et à tous ceux voilà, qui gravitent autour de ces élèves de cet âge-là. Ce livre, en fait, il est à la croisée entre la théorie et la pratique, la croisée entre le monde de la recherche et de la théorie et de la psychologie principalement, et un courant de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive, et un autre monde qui est le monde de la pédagogie et de la pratique. Bien sûr que je représente moi. Il est aussi issu de 17 années d'enseignement, puisque j'ai été prof des écoles pendant 15 ans, prof au lycée pendant 3 ans, aux États-Unis. Je pense que c'est beaucoup de choses aussi qui viennent de là. C'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. J'ai commencé par enseigner aux États-Unis et c'est vrai que ça a été un petit peu le choc aussi en rentrant en France, parce que dans la posture, on n'incarne pas du tout les mêmes choses. Ça, c'est évident. Ce livre aussi, il est le fruit de travail que je mène pas toute seule, bien sûr, avec beaucoup d'enseignants dans le cadre d'une association qui s'appelle Scolavi. C'est pour ça qu'il y a le petit logo derrière. Et Scolavi, donc c'est une association de loi 1901 qui est spécialisée aujourd'hui sur le développement des compétences socio-émotionnelles des enseignants et des élèves, bien sûr, et de tous ceux qui les accompagnent. Donc, c'est comment, dans ma pratique d'enseignant, je peux apprendre à gérer mes émotions, mes relations, communiquer positivement avec mon entourage, avec mes élèves, bien sûr. Comment est-ce que je me motive dans mon travail? Comment est-ce que je gère est-ce que je suis quelqu'un d'empathique, qui travaille avec les autres? Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents? Comment les mettre en action au quotidien dans ma pratique et dans ma posture? Et bien sûr, on vise aussi le développement des compétences socio-émotionnelles des jeunes. Et donc, Scolavi, voilà, c'est un organisme de formation et un éditeur de jeux et de contenus pédagogiques. Je précise quand même, puisque c'est vraiment l'ADN et qui explique aussi la construction de ce bouquin, c'est que on a vraiment cette double approche à la fois pratique et théorique, ce que je disais. Et donc, on a voilà, un conseil scientifique chez Scolavi qui valide en fait la pertinence de nos contenus. Un double niveau. C'est d'abord, c'est fidèle à ce que dit la recherche, on ne dit pas de bêtises, ou voilà, au contraire, c'est bien. Deuxièmement, c'est aussi quelque chose qui est transférable et qui peut se vivre au sein d'une classe. Voilà, donc dans ce conseil pédagogique, on a à la fois des chercheurs, et principalement des chercheurs en psychologie, mais on est en train de recruter d'autres chercheurs, d'autres courants, des sciences, neurosciences et des sciences de l'éducation. Et on a aussi des experts du terrain, bien sûr des enseignants de chaque niveau, de chaque cycle, mais on a aussi voilà, un inspecteur, une inspectrice et un membre d'une CARDI, une directrice CARDI voilà, dans notre conseil scientifique. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, notre ADN, c'est une approche à la fois pratique et théorique. Donc, ce qui est proposé dans ce livre est à la fois basé sur les apports de la recherche, et puis certaines interventions sont validées scientifiquement. On parle d'evidence-based education, c'est vraiment, ce sont certaines interventions dont je vais vous parler. On a mesuré les effets, les impacts sur l'état de bien-être, la motivation, le niveau de confiance en soi des élèves qui les ont faites, mais aussi parfois des accompagnants et des enseignants. Voilà. Donc pour moi c'est un premier exercice parce que c'est mon premier livre chez Retz. Donc voilà, merci de votre indulgence. Je me lance à l'eau avec vous. Surtout n'hésitez pas, j'imagine que c'est comme ça le format, à poser des questions au fur et à mesure. Voilà. Je vais voilà, vous présenter la structure du livre qui, comme je le disais, reflète vraiment cet ADN. Je pense qu'il y a une introduction qui est quand même assez conséquente. Et qui, je pense, pose le cadre des propositions plus pratiques. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et ensuite dans la deuxième partie, c'est vraiment la partie la plus pratique. On va mettre le focus sur le développement de certaines compétences psychosociales. Mais encore une fois, dans chacune de ces parties, il y a aussi un éclairage théorique. Donc déjà, développer les compétences psychosociales, à qui ça s'adresse? Je pense que ça s'adresse, on pourrait dire, à tout le monde. Parce que pour apprendre ces compétences-là, et on va voir de quoi s'agit-il, il n'y a pas d'âge pour apprendre.
apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à gérer ses émotions, apprendre l'empathie, apprendre à identifier, à utiliser ses forces et ses talents, apprendre à être motivé, à rester motivé, à gérer son attention, etc. On pourrait dire que ça concerne tout le monde et toute la vie. C'est pour ça que ces compétences psychosociales, on les appelle souvent des compétences de vie. Et en anglais, c'est les life skills. Donc en fait, cet ouvrage, bien sûr, il concerne tous ceux que la question intéresse, mais là, on s'adresse principalement aux enseignants de cycle 3. Voilà, et à tous ceux qui veulent continuer d'apprendre, puisqu'on va le voir, cette approche et cette posture et cette proposition, c'est encore aujourd'hui quelque chose d'assez innovant. Donc c'est vrai que nous, les personnes qu'on a eu la... Pardon ? En France. En France, en tout cas, oui, ça c'est sûr. On a beaucoup de retard sur nos voisins ou certains pays anglo-saxons, ça c'est sûr. Avant d'aller plus loin, je pense que l'essentiel, parce que souvent on parle de compétences psychosociales, de life skills, de compétences socio-émotionnelles, on ne sait pas toujours de quoi on parle. Et c'est comme tout apprentissage. Voilà, dans une première étape, c'est bien d'être au clair avec ce que sont ces compétences-là et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc en fait, nous, on s'est vraiment basé sur le cadre historique. C'est que la première fois qu'on a défini ces compétences, c'est l'OMS qui les a définies. Et voilà, ce sont les compétences psychosociales, c'est la capacité d'une personne, donc un enfant, un jeune, un ado, un adulte, à répondre avec efficacité aux événements du quotidien. J'ai un problème qui survient, comment est-ce que je vais pouvoir réagir, m'adapter à la situation, je traverse un moment, une émotion de colère, comment est-ce que je vais la gérer, la surmonter, je traverse une phase où je suis démotivée, où j'ai un problème de relationnel avec quelqu'un, etc. Toutes ces compétences-là dont on a besoin dans la vie. Donc ce qui est important dans le mot compétence psychosociale, c'est que justement ce sont des compétences. Donc c'est quelque chose qui se travaille. C'est un apprentissage et que tout le monde est concerné par cet apprentissage et que voilà, les choses ne sont pas figées comme tout apprentissage d'ailleurs, voilà, on peut apprendre toute la vie. En tout cas, nous ce qu'on en déduit, c'est que ces compétences-là, elles peuvent s'enseigner. Enfin, nous on en déduit, mais en fait ça se fait beaucoup ailleurs dans les pays anglo-saxons où les compétences psychosociales s'enseignent, se développent au même titre que les compétences académiques. Et c'est ce qu'on essaye de dire dans ce livre. C'est qu'en plus, si les élèves et si les enseignants ont la chance de pouvoir développer ces compétences-là, ça va servir à la réussite de tous. Ça va permettre de mieux réussir. Enfin, c'est du bon sens, mais aujourd'hui, un élève qui va être motivé, engagé dans son travail, qui va pouvoir utiliser ses forces, ses talents, qui va être valorisé, qui va pouvoir gérer ses émotions, etc., il va mieux réussir. Voilà. Il va être plus motivé. J'imagine que ça rebondit sur des choses qui ont été dites avant, et c'est tant mieux. Voilà, et donc c'est vraiment l'idée aussi ici. Donc c'est du bon sens, mais parfois le bon sens ne suffit pas à convaincre le changement des mentalités et des postures. Donc nous aujourd'hui, ou vous peut-être aussi, vous rencontrez peut-être nombre d'enseignants qui vous disent mais moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour que mon élève il réussisse en maths, je suis là pour qu'il réussisse en français, etc. Aujourd'hui, de toute façon, un enseignant ne peut plus dire ça, puisque cet apprentissage a fait son entrée dans les instructions officielles, donc par le prisme surtout dans le cadre de la santé. Donc on va voir ça tout à l'heure, mais aujourd'hui, un enseignant de cycle 3 doit laisser sa place à l'apprentissage des compétences psychosociales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Les compétences psychosociales, on va voir donc l'OMS quand elle a commencé à proposer en fait une classification de ces compétences psychosociales, et donc elles sont organisées en 5 paires. Donc vous avez 10 compétences psychosociales, et ça va peut-être un petit peu vous aider à concrétiser les choses, même si j'imagine vous connaissez déjà pas mal de choses sur le sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire que développer ces compétences-là au quotidien? Ça veut dire moi en tant qu'enseignant, moi en tant qu'élève, comment est-ce que je vais apprendre à résoudre des problèmes? Comment est-ce que je vais apprendre à prendre des décisions? Comment est-ce que je vais avoir une pensée créatrice? Donc c'est vraiment libérer sa créativité. Comment est-ce que je vais faire preuve d'esprit critique? Comment est-ce que je vais communiquer efficacement? Comment est-ce que je vais être habile dans mes relations avec les autres? Et puis les relations avec moi-même d'ailleurs aussi. Comment est-ce que j'apprends à me connaître? Donc c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Et comment est-ce que aussi je vais pouvoir développer cette capacité d'empathie vis-à-vis des autres? Donc voilà, l'OMS au départ, et donc il y a une dernière qui n'est pas des moindres sur les compétences, qui est le duo
qui est savoir comment apprendre à gérer son stress et comment apprendre à gérer ses émotions. Donc c'est toutes les compétences émotionnelles aujourd'hui qui ont vraiment leur importance. Donc ça c'était en 1993, l'OMS a défini ces 10 compétences psychosociales, et puis plus tard, il y a quelque chose nous sur lequel on se base et que beaucoup d'enseignants connaissent aujourd'hui, c'est cette classification des CPS en 3 catégories. Donc les compétences d'abord émotionnelles, donc qui concernent tout ce qu'on vient de dire là maintenant, donc identifier les émotions, comprendre ce qu'est une émotion, pouvoir exprimer une émotion, pouvoir réguler ses émotions et pouvoir utiliser ses émotions au quotidien. Donc c'est pas rien, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Deuxième famille de compétences, c'est toutes ces compétences sociales, relationnelles, voilà, pour avoir des relations justement harmonieuses avec les autres. Et la dernière famille de compétences, ce sont toutes ces compétences cognitives. Donc on abordera un petit peu moins dans cet ouvrage, on a vraiment privilégié, on a mis le paquet si je puis dire sur le développement des compétences sociales et émotionnelles. Parce que c'est peut-être là qu'il y a des choses qui sont peut-être plus innovantes aujourd'hui. On peut trouver aussi par ailleurs beaucoup de choses sur les compétences cognitives, notamment par le biais des sciences cognitives. Et donc on a fait le choix de se concentrer davantage, je ne vais pas dire qu'on les a mises de côté, sur les compétences sociales et émotionnelles. Et donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la classification de ces compétences et qu'est-ce que c'est que ces compétences. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est pas que du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qui est important pour nous, c'est qu'on a des études qui démontrent les bienfaits, la corrélation entre l'apprentissage de ces compétences-là et la réussite académique. Voilà, donc avant c'était du bon sens. Pendant de longues années, on s'est dit, oh, ben, si un enfant apprend ça, il va mieux réussir. Aujourd'hui, on sait que s'il a la chance de pouvoir développer ces compétences-là, il va mieux réussir, il sera mieux, le climat de la classe sera plus positif, plus serein, plus propice aux apprentissages. Donc ça c'est incontournable aujourd'hui, et quand en France c'est vrai on est très cartésien, on aime bien, voilà, quand on peut appuyer nos propos par des études scientifiques. Aujourd'hui voilà, c'est quelque chose qui est scientifiquement validé et qui ne fait pas de doute. Bien sûr ces études elles sont majoritairement aujourd'hui anglo-saxonnes, mais on en a de plus en plus en France. Et ça, c'est super parce que nous, à l'Éducation nationale, on nous disait souvent, montrez-nous que ça marche. On leur dit, donnez-nous des terrains d'expérimentation. Voilà, exactement. Donc, c'est le diable qui se mord la queue. Voilà, en tout cas, chez nous, c'est assez innovant, puisque on a beaucoup de retard par rapport à nos voisins anglo-saxons, enfin, de nombreux pays anglo-saxons et pas que. En tout cas, tous les programmes qui se sont penchés sur les CPS l'ont fait par l'intermédiaire de, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, la promotion de la santé. Donc ça c'est important de le savoir parce que dans le parcours en santé que tous les enseignants doivent mettre en place voilà, dans leur classe, et les infirmières scolaires et toute l'équipe pédagogique qui les accompagne doit mettre en place voilà, ce parcours en santé, et à l'intérieur vraiment on peut y trouver beaucoup de moyens de justifier ces interventions autour des CPS. Donc, le parcours en santé, on a même aussi dans le socle commun de compétences et de culture. Aujourd'hui, si on cherche bien, ce n'est pas toujours libellé comme tel, mais on peut y retrouver ces compétences comme la créativité, la résolution de problèmes, l'empathie, la connaissance de soi, la gestion des émotions, etc. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, que vous sachiez quand même qu'il y a 1001 manières de traiter cette question des CPS. Nous, on a fait le choix de ce qu'on connaît. Je ne dirais pas qu'on est... Enfin, voilà, notre expertise, c'est la psychologie positive. Donc, c'est comment développer les compétences psychosociales grâce aux apports de la psychologie positive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que la psychologie positive. Et peut-être que, voilà, de toute façon, on sait qu'il faut répéter les choses pour qu'elles soient bien ancrées. Donc, ça ne fait jamais de mal. En tout cas, la psychologie positive, c'est un courant assez récent, une orientation assez récente de la psychologie, ça a à peu près une vingtaine d'années, et qui se concentre sur le fonctionnement optimal de l'être humain. C'est-à-dire que qui dit psychologie positive ne dit pas psychologie négative. C'est-à-dire que le mot positif veut simplement dire qu'on n'attend pas que les problèmes surgissent pour agir.
Donc on agit à la fois en prévention et pour développer, en promotion, pour développer toutes ces compétences psychosociales. Ce qui est intéressant, c'est que les CPS, elles ont fait leur entrée par le prisme de la santé, et qu'aujourd'hui la santé, enfin j'imagine, n'est plus du tout définie comme une absence de maladie. Aujourd'hui, la santé, c'est pouvoir développer les ressources au service de la vie de l'individu. Et on dit que la psychologie positive, c'est la psychologie des ressources. Donner à chacun les moyens de vivre bien, d'être fort dans son quotidien. Donc la psychologie, c'est quelque chose de très sérieux, c'est une science, certes assez récente, donc qui demande à être confirmée aujourd'hui, mais qui étudie vraiment le fonctionnement optimal de l'être humain, et je n'ai pas dit maximal, et qui permet qui travaille sur des concepts clés comme les forces, comme la pleine attention, comme la motivation, comme la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux, etc. Donc voilà, nous on s'est servi des apports de la psychologie positive pour vous proposer, faire cette proposition, en tout cas sur les CPS, puisque l'approche des CPS et l'approche de la psychologie positive sont toutes les deux promotrices de santé et ont des synergies telles que parfois on les confond. Voilà. Parfois on appelle ça l'éducation psychosociale ou l'éducation positive. Et alors l'éducation positive, nous on n'utilise plus tellement en fait ce terme aujourd'hui, même si on le fait encore, et parce que finalement on se rend compte qu'on met beaucoup de choses dedans qui ne relèvent pas de la psychologie, de l'éducation positive. Voilà, mais nous quand on parle d'éducation positive dans le livre, c'est vraiment l'intégration des recherches et des apports de la psychologie positive dans le champ éducatif. Alors, j'espère que voilà, vous avez compris un peu ce que c'était que les CPS, ou en tout cas peut-être une remise en mémoire. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est important de faire vivre et de développer les compétences psychosociales de ces élèves. C'est ce qu'on a déjà un petit peu abordé, mais aujourd'hui on a un champ d'études considérable qui ne cesse d'être confirmé d'année en année. Il y a même, voilà, c'est peut-être 4-5 mois ce livre a été écrit, il y a encore une dizaine d'études que j'ai trouvées sur le sujet qui confirment que si voilà, cet élève peut développer ses compétences psychosociales, ça va l'aider à se développer, à mieux réussir, à mieux gérer les conflits, à mieux s'entendre avec les autres, à mieux réussir, à avoir des meilleurs résultats, et ça permet aussi des comportements favorables à la santé. Voilà, donc c'est un apprentissage qui est bénéfique, et c'est ça qui est super intéressant et qui, moi, m'a passionné, c'est que quand l'enseignant va mettre en place cet apprentissage, il va aussi bien sûr en bénéficier. Et donc aujourd'hui, on a des études qui démontrent les bienfaits de cet apprentissage des compétences psychosociales pour l'enseignant. Donc voilà, on a des premières études qui ont même 4-5 ans et qui continuent d'être confirmées, qui démontrent qu'un enseignant qui met en place cet apprentissage-là dans sa classe, eh bien, va en bénéficier aussi pour lui-même, va mieux gérer ses émotions, va mieux gérer son stress, va mieux pouvoir utiliser aussi ses forces, ses talents, va faire preuve plus d'empathie envers ses élèves. Et je vois que c'était la thématique d'avant, on sait combien c'est important dans la relation pédagogique. Voilà. Et donc il y a des études qui montrent que par exemple les enseignants empathiques avec leurs élèves, eh bien ça va avoir des conséquences considérables à plein de niveaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on montre que dans les écoles où on peut laisser la place à cet apprentissage-là, les parents aussi en bénéficient. Bon, tout ça c'est du bon sens encore une fois, mais aujourd'hui on peut le démontrer. Et c'est aussi une nouvelle manière de faire le lien entre l'école et la maison. Voilà, parce qu'en fait, nous, ce qu'on propose souvent dans ces activités, c'est que ce sont aussi des choses qu'on peut faire à la maison, et ils ont des enquêtes à faire, etc. Donc, ce qui permet de faire le lien. Par exemple, raconte les 3 moments agréables de ta journée pour travailler sur l'orientation reconnaissante, essayer de contrer ce biais de négativité qu'on a tous en nous, puisqu'on est câblé sur les négatifs. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses aussi qu'on peut leur demander de faire à la maison, mais il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Alors, qui peut transmettre les CPS en milieu scolaire? Eh bien, j'allais dire tous ceux qui y travaillent, bien sûr. Ce livre, évidemment, s'adresse davantage aux enseignants. Mais voilà, les enseignants nous disent, mais moi, même avec la toute meilleure volonté du monde, j'ai envie de laisser la place à cet apprentissage-là, mais je n'ai pas été formée, outillée, je ne sais pas comment faire. Donc, ce livre est une des réponses possibles, en tout cas une première approche, une première proposition pour les outiller et leur permettre, parce que les études montrent qu'une formation est plus efficace quand elle mêle à la fois des aspects théoriques et pratiques. Donc c'est vraiment l'objectif.
C'est si je travaille l'empathie avec mes élèves, déjà, qu'est-ce que c'est que l'empathie? À quoi ça sert? Pourquoi? En fait, c'est quoi, pourquoi, comment? Et à chaque chapitre, ça va être vraiment construit comme ça. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Quels sont les bienfaits? Quels sont les effets de mes interventions? Et après, évidemment, des suggestions. Il y a beaucoup d'activités Voilà. pratiques, courtes, qui peuvent servir de rituels. Enfin, c'est vraiment facile à mettre en place. C'est ce qu'on a voulu, parce que je pense qu'on est tous d'accord, c'est que plus c'est simple, moins ça demande de temps, souvent, puisque ce sont les résistances souvent le plus qu'on nous oppose. Plus c'est, enfin voilà, il faut que ce soit transférable et tout à fait réaliste et réalisable dans une classe quelle qu'elle soit, de cycle 3 comme les autres d'ailleurs. Voilà. En plus, on apparaît tout de suite. Il y a vraiment plein d'exemples de petites activités courtes qui peuvent changer le quotidien. Et c'est vraiment pas un gros changement à mettre en place. C'est pas un gros changement, mais au fur et à mesure, nous, ce qu'on observe, parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on accompagne des équipes, c'est une transformation à la fois intérieure et extérieure qui est assez considérable. Voilà. Donc même si on ne va pas toujours afficher comme tel cet objectif en disant surtout pas aux enseignants, vous allez voir, vous allez vous transformer, etc., c'est ce qu'on observe. Et c'est tant mieux puisque c'est... Donc voilà, donc un enseignement qui doit être voilà, une formation, un outillage. En tout cas, plus on travaille en équipe, plus on garantit les chances de succès, bien sûr, de ce genre d'intervention. Plus on travaille dans la durée, mieux c'est. Il n'y a pas de coup de baguette magique aussi, hein, ça c'est évident. Donc nous, ce qu'on a vu dans les écoles qu'on a accompagnées, qu'on commence à mesurer, c'est que dès que ça a été un projet qui a été intégré dans le projet d'école, etc., à tous les niveaux, bien sûr, l'impact est vraiment démesuré, enfin beaucoup plus important. Plus on met en place cet apprentissage tôt, mieux c'est, etc., etc. Donc voilà, il y a, dans l'introduction, vous avez vraiment les conditions d'efficacité de ce genre, de ce type d'intervention. Et puis vous avez aussi les résistances et les difficultés qu'on peut opposer à ce type d'apprentissage et des réponses que nous on vous propose. Voilà, au gré des interventions qu'on mène depuis 5 ans, on nous oppose souvent les mêmes difficultés. J'ai pas le temps, j'ai pas été formée, c'est pas mon job, j'ai peur, je sais pas faire. Les parents s'y mettent aussi. Les parents en général quand même. Ils ont peur que les parents trouvent que c'est voilà, ouais. Et puis, ouais, perte de temps. Exactement. Et puis on a aussi des parents qui disent aux enseignants, mais attendez, si vous faites ça, c'est du temps pris sur les maths, sur etc. etc. Voilà. Donc on essaye, on a en tout cas nous inventorié toutes ces résistances qu'on nous opposait, que ce soit des résistances internes ou des résistances externes, avec des pistes de solutions, des propositions. Voilà. Donc ça c'est dans l'introduction et je finis l'introduction parce que je crois que j'ai déjà été beaucoup trop bavarde pour rentrer vraiment dans la partie pratico-pratique. Donc dans la suite du bouquin, vous avez vraiment en fait 2 parties pratiques. La première partie qui concerne toutes les CPS cognitives et émotionnelles. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé par celle-là? Parce qu'on pense que le développement de celle-ci va servir au développement des compétences relationnelles, sociales. Voilà. Donc, dans cette première partie des compétences cognitives et émotionnelles, on a fait le choix, et c'est très dur et c'est toujours très frustrant, mais de se concentrer sur le développement de certaines compétences sur lesquelles nous, on a beaucoup de retours et avec des propositions d'activités qui sont vraiment intéressantes et validées encore une fois. Donc, premier focus sur la confiance en soi. Deuxième, c'est sur les forces et les talents des élèves. Troisième, sur les émotions. Ensuite, la créativité et la motivation. Moi, ce que je vous invite, c'est à voyager peut-être dans un chapitre, que vous voyez comment est-ce qu'il est structuré. Et donc, voilà, peut-être le chapitre sur la confiance en soi. Et donc, tous les chapitres, enfin toutes les compétences sont structurées de la même manière. Vous avez un premier éclairage vraiment plutôt théorique, mais qui est assez court et succinct. Et ça répond toujours aux mêmes questions. De quoi on parle? Pourquoi on en parle? Et ensuite, comment, dans les grandes lignes, voilà, on peut mettre ça en place. Et ensuite, on rentre vraiment dans le cadre d'une séquence pédagogique classique. Voilà. Donc, sachant que c'est plutôt des activités autonomes, on peut piocher. Oui, il n'y a aucune activité qui n'est... Parce que voilà, ce qu'on nous oppose aussi souvent, c'est que j'ai pas le temps, on le sait très bien. Nous avons été enseignantes, on sait très bien que les profs courent après le temps. Donc l'idée, c'est que ce sont des activités qui sont complètement déconnectées les unes des autres. Elles ont été organisées, bien sûr, pour plus de cohérence, donner du sens, etc., d'une certaine manière, mais on a voulu le plus de flexibilité possible. Et vraiment, l'idée de ces activités, c'est en gros, elles durent entre 2 minutes
et 20 minutes. Il y en a peut-être une ou deux qui sont un petit peu plus longues, mais vraiment l'idée, c'est la boîte à outils. Voilà, c'est vraiment c'est permettre aux enseignants, en fonction de leurs besoins, de leur envie, de leur appétence et de leur temps, parce que c'est une vraie contrainte aussi. Voilà, donc on sait quand même que cet apprentissage, il faut qu'il soit explicite. Et évidemment, donc je fais, moi en tant qu'enseignant, quand je vais mettre en place ce genre d'activité, je mets en place une activité pour développer la confiance en soi. Et bien sûr, ça va me permettre de travailler plein d'autres compétences disciplinaires. Les compétences orales, écrites, le vocabulaire, etc. Donc je ne perds pas mon temps. Puisqu'à l'occasion d'une activité pour développer la confiance en soi, je vais travailler le vocabulaire, l'expression écrite, la grammaire, la conjugaison, etc. Voilà, donc dans la première séance, vous avez en général 2 ou 3 séances par compétence. Et en général, la première séance, c'est une séance introductive qui va permettre avec les élèves de poser le cadre. Les élèves, on sait très bien qu'ils ont besoin de comprendre aussi ce dont on parle et pourquoi est-ce qu'on en parle. Donc nous, on a pris parti d'expliquer aux élèves les faits scientifiques aussi, de manière simple, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Et bien sûr, l'idée c'est que ça vienne d'eux, donc de leur représentation, de leurs idées, etc. Et bien sûr, par exemple, pour la confiance en soi, on va partir de lecture de contes ou de textes qui vont permettre vraiment d'engager la discussion là-dessus. Donc, à l'issue, par exemple, de cette première activité de la séance 1, qui est vraiment dédiée à l'exploration de la confiance en soi, on va vraiment définir avec les élèves qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Et ensuite, on va leur demander aussi de trouver des histoires, par exemple, qui parlent de confiance en soi ou des exemples qu'ils ont autour d'eux. Il y en a plein, et ce qui est super, il y en a plein dans des domaines divers et variés, comme le sport, la culture, voilà, plein de choses. Ensuite, dans une deuxième séance, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et en fait, la recherche nous montre qu'il y a selon une certaine recherche sur lesquelles nous on s'appuie, il y a 4 sources pour développer la confiance en soi. Donc, on va développer plusieurs activités qui vont permettre de développer ces sources de la confiance en soi. Donc, par exemple, une petite activité toute bête, mais qui va permettre justement à l'enseignant d'identifier quelles sont ces sources, c'est demander aux élèves, tout simplement, de terminer la phrase. Je suis en confiance quand? On peut tout à fait l'appréhender, mais je me sens en confiance quand je réussis, je me sens en confiance quand je suis valorisée, je me sens en confiance quand je maîtrise, je me sens en confiance quand je travaille avec les autres, je me sens en confiance quand j'ai bien préparé, je me sens... Voilà. Donc tout ça permet bien sûr déjà de poser les sources de la confiance en soi, et après on leur dit, c'est super, on va aller explorer tout ça ensemble. Donc on sait que par exemple, la première source pour développer la confiance en soi, c'est de capitaliser sur ses réussites. Donc, on va proposer pas mal d'activités avec les élèves pour justement qu'ils partent à la détective, enfin qu'ils soient les détectives de leur propre réussite, des réussites des autres et des réussites de la classe. Voilà. Donc, c'est vraiment, encore une fois, apprendre à réorienter l'attention sur le positif, ce qui ne veut pas dire qu'on met de côté tout le reste. C'est vraiment capitaliser sur ces ressources pour aussi mieux gérer les difficultés, bien sûr. Voilà. Donc, on leur propose une activité qui est assez connue, puisqu'elle figure même dans nombreux ouvrages qu'on trouve dans l'éducation nationale, c'est le journal des réussites. Voilà. Donc ça, c'est aussi une expérience qui a été scientifiquement validée. Voilà. Donc ensuite, quels sont mes alliés de la confiance? Donc c'est la deuxième source de la confiance en soi. On sait que ce sont des personnes qui sont inspirantes. On sait que la comparaison tue, l'inspiration nourrit. Donc l'idée, c'est vraiment justement d'avoir un autre regard sur l'apprentissage. Et qui autour de moi m'inspire? Qui est-ce que j'ai envie d'imiter? Qui sert de modèle? Bien sûr, il y a l'enseignant, mais on sait très bien qu'à cet âge-là, ce qui compte le plus, ce sont les élèves de leur âge, bien sûr. Donc, qui dans la classe de côté, qui dans l'école, qui dans mon entourage proche, sont ces alliés qui vont m'aider à construire la confiance en moi. Ensuite, on va faire un focus sur les émotions, puisqu'on sait que pour avoir confiance en soi, il faut bien gérer ses émotions. Autant on sait qu'on n'a pas le contrôle de l'émotion qui nous traverse, mais on a le choix de la réaction qu'on va y apporter. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'apprendre à identifier ses émotions pour les comprendre et mieux y répondre. Et là, tout l'apport de la psychologie positive, c'est de ne surtout pas banaliser les émotions agréables. Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent les bienfaits considérables de vivre des expériences agréables et positives en classe. Donc, on en vit tous, ils en vivent tous au quotidien. Et comment est-ce qu'on peut mettre en gros le paquet dessus, quoi? Comment est-ce qu'on peut maximiser leur impact? Voilà, donc on va travailler sur le rire, la gratitude,
l'humour, enfin ça c'est la même chose, voilà, les compliments, les réussites, célébrer ensemble les réussites, etc. Donc voilà, comment est-ce qu'on construit vraiment un chapitre? C'est vraiment le qui, de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'on en parle, et comment est-ce que je vais faire, voilà, des premières pistes d'activités concrètes, faciles, transférables, à mettre en place tout de suite dans ma classe sans avoir besoin de formation, etc. Donc dans cette première partie pratique, on met vraiment le focus sur ces compétences intrapersonnelles, hein, qui sont les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Et dans une deuxième partie, on va vraiment mettre le focus sur les compétences sociales. Et là, un des grands apports de la psychologie positive, et moi je ne résiste pas parce que c'est tellement puissant comme activité, c'est de travailler sur la gratitude. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on est tous câblés sur le négatif. Hein. Voilà, on repère, vous avez 10 belles choses qui se passent dans la journée, vous allez retenir davantage le truc qui s'est mal passé, par exemple. Un élève, il va avoir 5 bonnes notes dans la journée et une mauvaise note, il va raconter plutôt la mauvaise note. Voilà, donc toutes ces activités-là, la gratitude, c'est une force, mais c'est aussi une compétence. Et c'est vraiment un sujet d'étude en psychologie et vraiment très intéressant parce que les bienfaits sont considérables et surtout dans le contexte d'une classe, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ma gratitude en classe? Donc je peux, là vous avez 2 séances, c'est des petites activités orales dans une première partie et dans une deuxième partie, ce sont des petites activités écrites. Donc il y a quelque chose qu'on fait qui fonctionne très bien à l'échelle d'une école, par exemple, parce qu'il y a des activités qu'on propose qui peuvent aussi bien sûr se vivre à l'échelle d'un établissement entier. C'est ce qu'on appelle le mur de la gratitude. Donc c'est inviter, une fois qu'on aura quand même présenté de quoi on parle, parce qu'il faut toujours expliquer de quoi on parle et pourquoi, c'est inviter les enseignants, les élèves, les parents, tous ceux qui sont sur l'école, dans l'école, à exprimer leur gratitude sur ce mur qui peut figurer par exemple dans le hall d'entrée, etc. Et ce qu'on rencontre souvent, parce que moi j'ai été principalement enseignante en CM1, CM2, donc c'est vraiment un niveau que je connais bien, et c'est comme nous d'ailleurs, si vous faites cet exercice qui est scientifiquement validé, d'identifier, vous savez, vous avez peut-être entendu parler des 3 kiffs par jour. Je ne sais pas, c'est Florence Servan-Schreiber qui a, on va dire, vulgarisé la recherche, mais c'est une recherche qui est très sérieuse. Pendant une semaine chaque soir, et ça on propose aussi aux élèves, mais d'une manière adaptée à la vie de la classe, c'est peut-être chaque jour ou chaque semaine d'identifier ces 3 meilleurs moments. C'est tout bête, mais c'est tellement puissant. Est-ce que aussi j'ai joué un rôle dans ce bon moment? Et pourquoi est-ce qu'il a été bon pour moi? Et comment je l'ai ressenti? Donc ça peut se vivre de plein de manières. On peut faire le journal de la gratitude, qui est aussi une activité scientifiquement validée. Mais il y a quelque chose de très simple, la petite boîte de la gratitude dans la classe. Dès qu'on vit un moment agréable, eh bien, on va l'exprimer sur un petit papier et on va le mettre dans la boîte. Et en fin de semaine, l'enseignant décide, ou en fin du mois, ou en fin de période, ouvre la boîte et on relit les expériences agréables, les bons moments qu'on a vécus ensemble. Et ce qui est super, c'est que la recherche dit ne serait-ce qu'identifier ces bons moments-là, c'est déjà impactant sur le bien-être et le climat de classe, mais en plus de les partager, permet de démultiplier les effets de la gratitude. Donc ce sont des petites choses, vous voyez, qui sont vraiment très simples, mais qu'on peut vivre aussi à l'échelle d'une équipe, etc. Ou même à la maison chez vous. Écoutez, moi je raconte souvent cette anecdote, mais elle est vraie. J'ai fêté les 78 ans de mon père et on lui a offert les 78 choses qu'on aime chez lui. On s'est dit 78, mon Dieu, on ne va jamais y arriver. Les 78 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et je crois que ça a été le plus beau cadeau de sa vie. Donc tout le monde s'y est mis, ma maman, ses enfants, ses petits-enfants, on avait mis les amis à contribution, etc. C'était tellement chouette que ma fille fête 18 ans ce week-end, je vais recommencer. Mais moi, c'est aussi une manière, on propose ici, ça peut être une manière de fêter l'anniversaire d'un enfant. En CM1, CM2, 6e, on fête les anniversaires des enfants. Eh bien, c'est de mettre un peu les autres membres de la classe dans le coup et leur dire, il a 8 ans, 9 ans, 10 ans aujourd'hui, on va lui offrir les 10 choses qu'on aime chez lui. Voilà, et donc c'est vraiment apprendre à réorienter son attention sur le côté positif, l'équation positive de la vie. Et en bâtissant, en développant ces ressources, on va permettre aussi aux jeunes, à l'élève et à l'enseignant aussi, de mieux gérer ses difficultés ou de mieux s'adapter à son quotidien. Et c'est vraiment ça, les compétences psychosociales, ce sont toutes ces ressources, toutes ces compétences qu'on peut développer pour vivre le mieux possible son quotidien. Et donc, on est tous concernés par cet apprentissage.